Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce troisième épisode de la mini-série dédiée aux solutions fondées sur la nature en agroécologie, donc webinaire organisé par Agrium, l'ACTA et l'Académie d'agriculture de France. Je suis aujourd'hui avec Dominique et Sarah et on va parler sol pendant l'heure qui vient. Euh, Normalement, vous serez encore une fois assez nombreux à suivre ce webinaire. Avant de faire ce petit tour de table, je vous rappelle les petites consignes. Vous pouvez interagir dans le chat, donc vous pouvez échanger des informations entre vous et réagir. Et il y a un onglet Q et R où vous pouvez poser vos questions. Et c'est à partir de cet onglet que pendant la dernière partie du webinaire, nous pourrons interagir et vous pourrez du coup à écouter les réponses des intervenantes par rapport à vos questions. Mais sans plus attendre, nous allons faire le petit tour de table. Dominique, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Dominique Barry-Etienne, je suis directrice générale de la société Missia et cofondatrice de cette société. Missia est une société montpelliéraine qui est basée à Montpellier. Voilà, je suis docteur en sciences agronomiques de l'école d'agronomie de Montpellier et j'ai une spécialité sur la physiologie des champignons. Ok, Voilà. super, merci Dominique. Sarah, Bonjour à tous, donc Sarah Singlet, je suis agricultrice en Aveyron, je cultive 100 hectares sur une ferme qui a la particularité d'être en agriculture de conservation des sols depuis 1980. Donc en fait, c'est la plus vieille ferme de France sur laquelle on fait ça. En parallèle, je suis ingénieure agronome et je participe également dans le cadre de formations et ou de conférences en France et à l'international pour aider les autres agriculteurs à s'intéresser à l'agronomie de manière générale, que ce soit l'agriculture de conservation des sols, les couverts végétaux ou la nutrition des plantes. ok, super, merci Sarah. Et moi, pour terminer le tour de table, donc Julien Coyer, je suis euh, chargé des coopérations, formation, recherche et attractivité au sein de l'Alliance Agrium. Et, euh, et du coup, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Euh, donc, encore une fois, n'hésitez pas, je vois les gens qui se saluent. Première question, toi, un salut à Sarah, ta nièce de la fesse, je vois. Mais n'hésitez pas vraiment à poser vos questions dans cet espace-là. Moi, ma première question, elle est pour Sarah. On a donc cette série de webinaires sur les solutions fondées sur la nature en agroécologie. Donc, on a eu Alain Renaudin lors du premier épisode, que je vous invite à revoir en replay si vous ne l'avez pas vu. Également, Cécilia Multo et Delphine Paul Dauphin la semaine dernière sur biostimulation et biocontrôle. Et là, on va vraiment spécifiquement parler du sol. Et par rapport à tes pratiques, Sarah, comment justement tu relis ces pratiques avec les solutions fondées sur la nature en agroécologie? Les solutions fondées sur la nature, ça va être très vaste en agronomie. Donc déjà, c'est par rapport au sol, de respecter la structure du sol. Quand vous regardez des bords de route, ils sont jamais travaillés, jamais élaborés. Donc en fait, on va s'inspirer de ces principes-là et on va le mettre en application dans les champs, c'est-à-dire qu'on va éviter de retourner le sol à 360 degrés. Et ça va favoriser en fait l'infiltration de l'eau dans les sols, ce qui signifie que même si on prend 200 mm, l'eau va pouvoir s'infiltrer au lieu de ruisseler et entraîner ensuite des coulées de boue, des inondations ou autres. Après, dans les autres choses qui font qu'on s'inspire aussi des principes naturels, c'est qu'on va essayer de limiter l'utilisation d'insecticides en mettant par exemple des plantes qui vont naturellement attirer des insectes ravageurs des cultures et qui n'iront pas sur les parcelles que l'on cultive. Donc on essaie de travailler au maximum en fait avec tous les principes écologiques qui nous entourent, mais sans pour autant vendre du rêve. C'est-à-dire que si jamais il faut intervenir, on interviendra, puisqu'il faut quand même pas oublier que notre métier, ça va être de récolter et d'assurer aussi la production qui soit saine à la fin quand on récolte. Oui, tout à fait. Et après, par rapport à cette approche de conservation des sols, le fait d'avoir découvert, tu parlais sur les bords des routes. Alors, on va pas faire forcément l'analogie, mais dans cette approche-là, on travaille le sol finalement le moins possible. Oui, c'est ça. Alors si tu veux, je peux montrer des photos là vite fait. Oui. Comme ça illustrera un peu mieux. Hop. Donc ça, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, donc ça c'est Oui. chez moi, c'est l'installation d'un couvert végétal le jour de la moisson. Donc vous voyez qu'il n'y a aucun travail du sol. Donc ce qu'on appelle un couvert végétal, c'est des plantes qui vont pousser pendant tout l'été. Donc ça, c'était une année où il avait plu.
Donc là, ici, j'avais fait le choix de mettre des plantes que habituellement je ne cultive pas dans ma rotation. Il y avait du Niger, du tournesol, du radis chinois, de la facélie, des pois. Et ce couvert, en fait, il va être là pour protéger le sol, pour fabriquer de la photosynthèse, pour fabriquer du coup des sucres qui vont nourrir tous les micro-organismes du sol, puisque les micro-organismes du sol sont nourris par ce qu'on appelle des exudats racinaires. Et ce que vous avez ici en photo, c'est un semis de céréales dans un couvert végétal. Donc on voit qu'il n'y a aucun travail du sol. Alors ça peut faire peur parce que souvent, en fait, il faut qu'on apprenne à changer de regard. Mais ce couvert végétal, il va progressivement se décomposer. Donc vous le voyez là. On voit la céréale qui est en train de lever, le couvert végétal qui se décompose, et à la fin, on récolte. Puisque l'objectif, c'est vraiment de récolter, ça va être d'améliorer la productivité tout en baissant les coûts de production et en restaurant la fertilité des sols. En fait, si on doit aller sur l'agriculture de conservation des sols, même j'irai plus loin, c'est qu'on doit laisser un peu plus de terre sur terre. C'est-à-dire que quand on part à la retraite, il faut que les taux de matière organique de nos sols soient supérieurs à ceux qu'on avait lorsqu'on s'est installé. D'accord, ok, un vrai challenge, quoi. Mm. Très bien. Eh ben, pour continuer dans les présentations et le lien avec le sujet de l'agroalimentaire, Dominique, par rapport à ton parcours, comment tu en es arrivé à t'intéresser finalement aux champignons et in fine après au sol? Eh ben, oui, ben justement, de par mon parcours, du coup, c'est déjà mon parcours d'étudiant, puisque voilà, j'étais dans un laboratoire, j'ai fait ma thèse dans un laboratoire des sols à Montpellier, donc avec cette thématique champignons qui était un peu particulière, mais voilà. Et ensuite, moi, ce qui m'a intéressée chez les champignons, j'étais dans une société où j'avais développé un laboratoire de diagnostic moléculaire pour identifier les champignons dans des matrices complexes, comme le sol, le bois, les végétaux, etc. Et c'est dans le cadre de ce laboratoire, je cherchais à développer un nouveau diagnostic qui permette de donner une note à la santé d'un sol. Et mon approche était très champignon et je me suis intéressée aux champignons endomycorhiziens. Donc ces fameux champignons qui s'associent avec 80%, plus de 80% des végétaux sur Terre. Bon, il n'y a pas que des champignons mycorhiziens, il y en a d'autres aussi, mais on les trouve notamment sur toutes les cultures agricoles. Et donc, je m'étais intéressée à eux parce qu'on avait une problématique, notamment en parc, dans les villes où il y avait des dépérissements de parcs. Et je me demandais si on pouvait voilà, avoir une idée de la santé de ces sols-là via ces champignons mycorhiziens. Et donc, on a fait des premières études dans différents parcs, dans différentes villes. Et on s'est aperçu qu'effectivement, dans les zones qui étaient dépérissantes, eh ben, voilà, on avait peu de champignons mycorhiziens qui étaient présents. Et du coup, on s'était dit que ça pouvait être voilà, un bon marqueur. Mais ce marqueur-là, d'un point de vue financier, était un peu cher à vendre. Et puis voilà, de fil en aiguille, on s'est dit, mais en fait, s'il y a des sols dans lesquels il manque des champignons, enfin, qui sont appauvris en champignons mycorhiziens, pourquoi on n'en amènerait pas? Et on s'est dit, mais, à emmener des champignons mycorhiziens, donc c'est pas nouveau, ça existe déjà, mais on s'est dit que peut-être on pouvait essayer de travailler avec non pas avec un ou deux champignons mycorhiziens, mais avec une diversité de champignons mycorhiziens, notamment des communautés de champignons mycorhiziens, et d'aller chercher des communautés adaptées à un pédoclimat, voire à une culture même. Et c'est comme ça que bah, voilà, on en est venu à créer Mycéa en 2018 avec donc plusieurs thématiques. Une thématique biocontrôle où on valorise les extraits naturels de champignons pour remplacer les pesticides de synthèse. Mais bon, c'est pas le thème aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on est vraiment sur le sol. Et donc, c'est de développer un service d'amplification de communautés naturellement présentes dans les sols pour améliorer la santé du sol et reconnecter les plantes au sol. Voilà. Et toi, tu fais le lien aussi avec, enfin, comment on connecte ta solution par rapport aux solutions fondées sur la nature? Parce que c'est de Comment? l'amplification, du coup. Toi, t'es plus, là, c'est de l'amplification, sur l'approche Oui, de Mycéa. oui, voilà, on est sur je peux peut-être Oui. présenter Oui, tu peux partager aussi. quelques slides voilà, qui peuvent peut-être illustrer mon propos. Euh,
Voilà, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, en plein écran, parfait. Ouais. Voilà, donc voilà, c'est juste pour voilà, rappeler ce que sont les mycorhizes, hein. Ce sont des organes d'échange entre un champignon mycorhizien et une racine. Donc, en gros, il y a deux grands types de mycorhizes dans le monde. Il y a l'ectomycorhize, où le champignon se développe à l'extérieur de la racine pour faire sa mycorhize. Et puis, il y a les échanges qui se font entre le champignon et la racine. Et puis, il y a l'endomycorhize, qui est la plus répandue sur Terre et qui donc concerne euh, les, les cultures, où là, on a le champignon qui pénètre dans la racine et qui va former son organe d'échange, donc l'arbuscule, à l'intérieur des cellules du végétal. Donc l'ectomycorhize, on la connaît, hein, c'est le cèpe, les girolles, les truffes, etc. C'est sur les arbres en forêt. Et l'endomycorhize, voilà, c'est plus sur les herbacées, arbustes et quelques arbres aussi comme les rosacées, donc les pommiers, pruniers, poiriers, etc. Donc voilà, c'est ce que je disais. Voilà, vous avez une photo un peu. Donc là, le champignon, il y a une racine. Le champignon a été coloré par un système d'encre pour le visualiser. Voilà. Et aujourd'hui, il y a 90% des plantes terrestres qui sont concernées par les mycorhizes. Juste, voilà, l'intérêt d'une mycorhize, c'est qu'en fait, le champignon a des capacités nettement supérieures à une racine pour aller puiser dans le sol les éléments nutritifs, notamment bah, le phosphate, le potassium, l'azote, mais aussi l'eau. Et en contrepartie, la plante va donner au champignon des éléments carbonés que ce champignon n'est pas en capacité de trouver lui-même. Voilà. Et donc, il se crée en fait ce qu'on appelle une symbiose, hein, un échange de bons procédés entre le végétal et le champignon. Donc voilà, juste une illustration de ce que c'est une racine sans mycorhize. Donc à gauche, ce sont des racines de vigne. Et une racine mycorhizée à droite, on a coloré le champignon. Donc tout ce que vous voyez en bleu, c'est la présence du champignon à l'intérieur de la racine. Et quand on grossit, ben, on voit l'organe d'échange du champignon. Donc c'est vraiment l'arbuscule qui est à l'intérieur de la cellule végétale. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que dans la biodiversité, voilà, ce que fait Sarah, c'est d'augmenter la biodiversité des sols pour que le sol soit en meilleure santé, pour qu'il ait une meilleure structure, etc. Et donc, ces champignons-là font partie des éléments de cette biodiversité pour structurer un sol. Et notamment, bah, voilà, on peut avoir dans un sol, on sait qu'il y a une communauté qui est diversifiée en espèces. Et donc, quand on dit diversité, on dit diversité de services à la plante, notamment au point de vue de nutrition, hein. Comme je vous l'ai dit, bah, ça absorbe mieux les éléments nutritifs qu'une racine sans mycorhize. Ça permet aussi de protéger, dans certains cas, la racine, notamment quand il y a des excès en éléments comme le cuivre, d'autres métaux lourds, etc. Ça a aussi un rôle de protection contre des fois certains pathogènes, hein, puisque le champignon est sur des sites de pénétration de pathogènes racinaires. Donc, les sites sont déjà pris, donc les pathogènes ne peuvent pas rentrer. Ce n'est pas un biocontrôle, c'est juste une action mécanique. Et puis, bien sûr, sur la santé du sol. Donc voilà, donc ces champignons permettent d'augmenter le volume d'exploration du sol par la racine grâce à ces filaments mycéliens qui se développent. Ça permet aussi de réduire la fertilisation puisque ils sont plus forts pour aller chercher les éléments minéraux que la racine. Donc on peut diminuer les apports en éléments nutritifs à la plante. Et puis on sait aussi qu'ils permettent une meilleure tolérance des stress, des plantes au stress. Voilà. Et donc, oui, je voulais dire que effectivement, on est dans un cadre de biomimétisme, hein, parce que c'était un peu le sujet aussi avec l'agro-webinaire d'il y a deux semaines, où en fait, on va aller valoriser ce qui est naturellement présent et qui existe depuis 465 millions d'années, hein, ces champignons. C'est eux qui ont permis aux végétaux de coloniser la Terre. Et Sarah, du coup, par rapport à cette question des champignons mycorhiziens, tu parlais des couverts végétaux tout à l'heure. Est-ce que ça a une influence directe un peu sur la vitalité en termes de faune et de flore à l'intérieur du sol? J'imagine que oui. Entièrement, parce qu'en fait, les micro-organismes du sol, que ce soit les mycorhizes ou encore les bactéries,
C'est des micro-organismes généralement qui sont hétérotrophes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin d'une autre source d'énergie carbonée. Et là, la source d'énergie carbonée, elle va venir des sucres qui sont issus de la photosynthèse. Donc, à partir du moment où on a un sol qui est couvert en permanence avec des plantes vivantes, la plante vivante, par le mécanisme de la photosynthèse, va combiner le CO2 et l'eau et fabriquer des sucres. Et tous ces sucres vont être exudés au niveau racinaire et nourrir du coup à la fois les mycorhizes, mais aussi les autres bactéries. Donc, plus on couvre un sol, plus on participe à la nutrition de toute la faune et la flore du sol. D'accord, ok. Et pour continuer, Sarah, par rapport aux échanges que tu peux avoir avec d'autres agriculteurs, euh, par rapport à ce qui est exposé, ou enfin, en gros, on se rend bien compte de l'importance d'avoir un sol vivant. Euh, Qu'est-ce qui revient le plus ou qu'est-ce qui te donne le plus, Sarah, dans les échanges que tu peux avoir? Ce qui m'étonne le plus, c'est de voir encore du travail du sol aujourd'hui. Ben, clairement, parce qu'en fait, là, ce qu'on observe, c'est surtout, je dirais, avec les changements climatiques qu'on est les premiers à subir hein, en tant qu'agriculteurs ou viticulteurs. Avant, on avait 4 saisons, automne, hiver, printemps, été. Maintenant, on a plutôt la saison sèche et la saison des pluies. Et ce qu'on s'aperçoit en France, mais aussi tout autour de la planète, c'est que quand on est en agriculture de conservation des sols, on est beaucoup plus résilient face à ces aléas climatiques. Si on prend 200 mm d'eau, l'eau arrive beaucoup mieux à s'infiltrer. Si jamais il fait plus sec, on aura des plantes qui résisteront un peu mieux à la sécheresse. Donc la question, c'est pourquoi travaille-t-on encore les sols aujourd'hui? D'autant plus que ça coûte très cher de travailler les sols. Et ça engendre derrière des baisses de fertilité des sols et des baisses de productivité. Moi, sur ma ferme, concrètement, si on n'était pas en agriculture de conservation des sols, je serais en train de cultiver sur des cailloux et du sable, parce qu'on aurait perdu la matière organique. Et aujourd'hui, il faut être conscient aussi qu'on risque plus de manquer de sol que de manquer de pétrole. Si on ne prend pas soin de nos sols, derrière nous, ce sera des déserts. Et on le voit un peu partout, ça dans le monde entier. Donc il faut vraiment mettre en place des pratiques qui conservent les sols, qui restaurent la fertilité des sols, pour à la fois améliorer notre productivité, améliorer nos marges à l'hectare avec cet aspect économique. Donc là, on est vraiment dans le pragmatisme, mais aussi et surtout parce qu'il faut penser aux générations d'après. On dit d'ailleurs souvent qu'on n'hérite pas de la terre de nos parents, on ne fait que l'emprunter à nos enfants, donc il faut qu'on change un peu notre état d'esprit aussi. Justement, sur la question du temps, un peu d'urgence, à la fois pour toi, Sarah et Dominique, euh, peut-être Dominique, sur euh, cette question du pas de temps, est-ce que sur les solutions développées côté lycéa, est-ce qu'on a enfin, c'est quoi le plus grand pas de temps sur lequel on a un recul sur ces solutions qui peuvent être utilisées pour revitaliser des sols? Alors justement, donc notre solution, peut-être je vais un peu Oui, en parler. Ah, pardon, j'ai laissé ma présentation, je suis désolée. non, mais Je vais continuer du coup. Effectivement, notre solution, donc, c'est de valoriser ce que la nature a sélectionné dans les sols. Donc, c'est d'aller amplifier cette diversité. Notamment, nous, on est spécialisé sur les champignons mycorhiziens. Donc, on a développé un service qui permet cette amplification. Donc, voilà, l'idée, c'est de se dire que quand on a je voulais aussi intervenir sur l'aspect, voilà, effectivement, le labour, etc., l'agriculture intensive, ont eu des effets délétères sur les sols et notamment sur la biodiversité des sols. Nous, on a pu faire, dans le cadre d'un référentiel qu'on voulait se constituer, on a étudié différents types de sols agricoles en viticulture. On a pu comparer des sols avec un itinéraire plutôt agriculture biologique et d'un itinéraire conventionnel assez fort. Et on s'est aperçu que dans les sols conventionnels labourés et matraqués de pesticides et engrais de synthèse, eh ben, effectivement, la biodiversité, notamment de ce champignon mycorhizien, était très appauvrie par rapport à des sols qui étaient, ben voilà, même des sols bio-enherbés qui étaient beaucoup plus riches, à une plus belle diversité, une plus grande quantité de champignons mycorhiziens. Donc, tout ça pour dire que c'est sûr qu'aujourd'hui, l'agriculture, il faut qu'elle change pour qu'on conserve, pour permettre à la biodiversité de se maintenir si elle y est déjà, ou de revenir s'il faut. Et voilà, on peut apporter donc des solutions pour accélérer la biodiversité et notamment en utilisant des choses qui sont naturellement adaptées au climat et au sol. Donc, c'est ce qu'on fait chez nous, c'est-à-dire que
Notre solution, en fait, c'est un produit sur mesure pour les parcelles que l'on veut, que l'on veut redynamiser en diversité. Donc voilà, on l'a dit, hein, diversité d'espèces égale diversité de fonctions. Et nous, c'est vraiment l'innovation, c'est d'utiliser des origines locales de ces champignons, de ces communautés, parce qu'elles sont adaptées à ce site-là. Donc, ce qu'on fait, c'est très simple, c'est que lorsqu'on a fait d'abord une première caractérisation de la parcelle, hein, on ne va pas aller apporter de la diversité s'il y en a suffisamment, il en est hors de question. Donc, on fait déjà une caractérisation au niveau du sol de cette parcelle, est-ce qu'elle est riche ou pas? Comme on a fait un référentiel, ben, on sait où elle se situe. Si on estime, si on voit qu'elle est appauvrie en diversité et en quantité de champignons mycorhiziens, et ben, autour de cette parcelle, on va aller chercher cette diversité dans des zones, soit des parcelles en bio, en herbé, soit dans des prairies proches, pour avoir ben, une belle diversité en champignons mycorhiziens. On la ramène au laboratoire, cette diversité, on l'amplifie et on la rend à l'agriculteur qui va l'emmener sur sa parcelle. Donc, c'est ça notre service d'amplification mycoterroir. Donc, ça va de la caractérisation de la parcelle jusque, voilà, on rend la diversité qui est adaptée à cette parcelle. Et du coup, effectivement, en faisant ça, nous, aujourd'hui, on a mis en place des essais, peut-être qu'on en parlera après, mais qui montrent que ces champignons, dès que ils rencontrent la racine de la culture, ils vont s'installer tout de suite. Et une grosse partie de la diversité qu'on emmène, en fait, on va la retrouver sur les racines de ces végétaux-là. Et ensuite, l'idée, c'est de mettre en place des itinéraires techniques qui permettent à cette diversité de se maintenir dans le sol, puisque ce n'est pas comme un engrais qu'on va rapporter chaque année. L'idée là, c'est d'emmener une diversité qui se pérennise dans le temps et grâce ben voilà, aux couverts végétaux dont parlait Sarah, qui sont très importants, et puis en limitant, ben, ne faisant plus de labour, de travail du sol profond, etc., qui vont casser les filaments mycéliens de ces champignons, les racines, etc., et qui ont un effet négatif sur le sol lui-même, puisque ça déstructure le sol, voilà, et tout ce qu'on sait autour des aspects négatifs du travail du sol. Et merci Dominique. Et du coup, même question un peu pour Sarah. Toi, par rapport à tes pratiques, même si ça fait quand même pas mal de temps qu'il y a des pratiques d'agriculture de conservation des sols, sur les formations que tu peux faire ou des parcelles qui ont basculé qui ont quitté le labour et qui sont vraiment en conservation des sols, le pas de temps pour retrouver un sol avec une biodiversité, une vie dans le sol, est-ce qu'aujourd'hui, ça tu le quantifies? Non, c'est difficile. En fait, ça dépend d'où on part. Quelqu'un qui va être en zone en polyculture élevage où il y a des apports d'engrais organiques de ferme tels que des fumiers, des lisiers, qui avait déjà des prairies dans sa rotation, lui, il ira beaucoup plus vite que quelqu'un qui était en travail intensif du sol depuis 20 ou 30 ans, qui avait perdu la matière organique. Donc, ça dépend à la fois de la situation initiale du taux de matière organique que l'on a, mais après aussi, ça dépendra des conditions pédoclimatiques. Quelqu'un qui est au Pays Basque, qui a 1500 mm d'eau correctement répartie toute l'année, ira beaucoup plus vite qu'un agriculteur qui va malheureusement se situer peut-être en Côte d'Or ou dans la Nièvre, où quelquefois, par manque d'eau, on ne va pas pouvoir faire pousser de gros couverts végétaux. Donc on peut avoir envie de faire de belles choses, mais on n'est pas tous malheureusement logés à la même enseigne. C'est pour ça qu'on ne peut pas répondre à cette question, est-ce qu'il faut 1 an, 10 ans, 20 ans? Ça dépend vraiment des conditions pédoclimatiques et du départ, de la situation initiale. Et j'imagine aussi des cultures, ouais, si elles sont pérennes ou si elles sont annuelles, quoi, aussi, de la manière. Aussi, oui. Ouais. Et du coup, là, il y a pas mal de questions sur le chat, donc merci. Il y a notamment, ça fait le lien avec une des questions après, c'était l'impact un peu de cette vie du sol et notamment de réinoculer des mycorhizes au niveau de la vigne. Et là, je pense que ça peut être intéressant, Dominique, que peut-être tu partages l'expérimentation que vous avez menée. Oui. Oui, donc, est-ce que est-ce que vous voyez mon partage? Oui. Donc, effectivement, on a voulu mettre en pratique
cette diversité apportée, cette diversité adaptée au pédoclimat de la parcelle. Là, en l'occurrence, c'était aussi quelque chose qui était adapté à la culture, donc de la vigne. Donc, c'est une parcelle agricole, voilà, qui est, voilà, c'est du Carignan, qui avait 40 ans et qui était en fait peu poussant. Et ce qui était étonnant, c'est que la parcelle, voilà, vous voyez le carré blanc, c'est là où on a mis en place l'expérimentation. Et à côté, c'était pareil, un Carignan qui avait le même âge, et qui était aussi, donc c'était des parcelles qui avaient été en bio pendant je crois, 25 ans, et qui depuis 10-15 ans étaient enfin, étaient menées en type agriculture biologique. Donc la parcelle de droite voilà, était voilà, un aspect, on va dire, normal pour une vigne. Et celle-ci, eh ben, elle était peu poussante, un peu chlorosée, enfin voilà. Donc on s'était dit, on va essayer, on a demandé à l'agriculteur si on pouvait mettre en place un essai. Donc on a multiplié des champignons mycorhiziens qu'on avait prélevés, comme je vous l'ai expliqué, autour. On avait donc une belle diversité. Et on a testé 3 doses, une où en fait l'inoculum, on l'a tué, voilà, pour pas emmener un biais lié à l'apport qu'on allait faire. Et puis après, on a mis 2 doses différentes d'inoculum. Donc l'inoculum, il est composé des spores des champignons mycorhiziens qu'on a multipliés, hein, puisque lorsqu'on multiplie ces champignons, c'est sur un système racinaire, et ce système racinaire, le champignon font leur cycle biologique et sporulent, et ce sont ces spores qu'on récupère pour ramener sur la parcelle. Ce sont les organes de conservation de ces champignons. Donc voilà, on a des placettes de 35 cep, et on avait 3 placettes pardon, par modalité, et on a étudié les cèpes centraux pour faire des échantillonnages chaque année. Donc l'essai a été mis en mai 2020 en place, et voilà, et on a suivi, donc depuis on suit chaque année cette parcelle-là. Donc on avait fait au départ une caractérisation initiale de la parcelle en nombre de spores et en diversité de spores, pareil sur les racines des vignes. Et chaque année, on fait, donc, je vous l'ai dit, un suivi annuel, donc depuis 2020, 21, 22, 23, 24. Voilà, on fait différentes mesures sur la parcelle. Donc, on regarde sur les racines quel est le taux de mycorhisation de ces racines pour savoir si elles sont bien mycorhisées ou pas. Voilà, vous vous souvenez, là, ces filaments bleus qui étaient colorés dans les racines que je vous ai montrées. Et on regarde aussi, voilà, au niveau du sol, si les spores sont présentes et en quelle quantité. Et puis aussi, on fait après des mesures de suivi sur les vignes elles-mêmes, voilà, la production. Et puis, on avait fait d'autres analyses que je ne vous détaillerai pas ici. Et puis, on fait aussi la diversité, donc savoir quelle est la diversité en champignons mycorhiziens entre le début, les placettes témoins où il n'y avait pas où l'inoculum était mort, et les placettes où on a apporté l'inoculum à différentes doses. Voilà un petit peu comment ça se passait. Hein. C'était pas, vous voyez, hein, pas des vignes très poussantes. Hein. Voilà, donc je ne vais pas tout vous présenter, mais je vais vous montrer les éléments les plus marquants. Par exemple, en 2022, donc 2020 déjà, on avait mis au printemps, l'automne, on avait regardé, les racines commençaient à être bien mycorhizées sur les placettes où on avait mis les champignons par rapport aux placettes témoins. 2022, ce qui était intéressant, c'est que entre les zones les placettes où on avait emmené donc l'inoculum mycorhizien, eh ben, la production avait été multipliée par 2 par rapport aux placettes témoins. Donc ça, c'était un gros résultat. Et ce qui était assez étonnant, c'est que l'année d'après, en 2023, on a été assez étonnés parce que la parcelle entière a produit de façon intéressante, 2 fois plus que ce qu'elle produisait auparavant. Donc ça, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que en fait, les champignons avaient bien mycorhizé au départ, voilà, plus dans les zones où on avait apporté des champignons que dans les zones témoins. Voilà, au début aussi, on avait vu qu'on avait bien un effet sur la production. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que petit à petit, tout s'homogénéiser au niveau de la parcelle. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les champignons qu'on avait apportés sur nos placettes, ils se sont installés sur toute la parcelle.
tout simplement. Et ça a été fait en 3 ans. Et donc, on le voit au niveau de la production qui a suivi en gros la mycorhisation. Donc ça, c'était le même résultat. Et quand on regarde, on étudie la diversité. Donc, ce qui était intéressant, c'est que là, je sais pas, est-ce qu'on voit ma souris ou pas? Oui. Voilà. Donc là, l'état initial, donc dans la parcelle, on avait 13 espèces différentes de champignons mycorhiziens. Nous, avec la diversité qu'on a emmenée avec notre produit, l'amplification, c'était 63 espèces, pardon. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en 2023, eh ben, que ce soit le témoin ou les placettes où on avait emmené nos champignons mycorhiziens, ben, on a retrouvé, voilà, le nombre d'espèces a augmenté. Donc, en fait, on a, donc là, c'était un résultat sur les sports. Il n'y a pas de différence sur l'abondance de sports entre les modalités, c'est-à-dire qu'on a compté combien il y avait de sports, tout s'est homogénéisé en fait. Les espèces qu'on a apportées au départ, ben, il y en a 53% qu'on a retrouvées. Voilà, on a multiplié par rapport au départ le nombre d'espèces de façon conséquente, donc on a bien apporté de la diversité. Et voilà, on a maintenu aussi un niveau de sport global. Donc au niveau, voilà, après ça, c'est au niveau des racines, c'est pareil, même résultat en fait, tout s'est homogénéisé. On n'a pas de différence d'abondance de mycorhisation au bout de 3 ans. Les espèces qu'on a apportées, on les a retrouvées et on a augmenté aussi le nombre d'espèces au niveau racinaire. Voilà, donc tout ça, c'était pour dire qu'on est bien sur un système où on fait un apport de diversité et quand on met en place un système de maintien de cette diversité sans travailler le sol, etc., ben, elle s'installe et même elle se diffuse à l'ensemble de la parcelle. Et question Dominique, sur les photos, il y avait du coup un peu de travail du sol quand même sur les vignes. Les vignes, elles n'étaient pas enherbées. Alors, très belle question, très bonne question. Il n'y a pas de travail du sol, on est dans la région et c'est un terroir très très caillouteux où l'herbe pousse très peu. Alors je suis d'accord que le viticulteur je pense qu'il passe un petit peu à la fin d'hiver un petit truc, mais très très en surface. Il tape pas profond. Voilà, mais après, il y a quasiment rien qui pousse en été sur ces vignes. C'est très caillouteux. Ok. Euh, merci Dominique. Pour continuer la discussion là, sur cette question du sol et pour revenir sur euh, ce que fait déjà l'agriculture de conservation des sols, euh, pour toi, Sarah, les meilleurs leviers pour basculer, parce que dans ce qui est exposé, on voit que bah, le sol, c'est la première chose dont il faut prendre soin, on pourrait dire. Et dans les formations, parce que je vois, alors, dans les questions, il y a pas mal alors, des personnes qui vont reprendre contact avec toi pour que tu interviennes dans certains groupes, je pense. Mais à la fois les leviers, j'en sais rien, économiques, mais les leviers aussi euh, agronomiques qui permettent de, d'arrêter de travailler le sol, comme tu disais en introduction. Ah, on t'entend plus. On t'entend de loin. Là, on t'entend plus trop. Attends. En fait, on t'entend de très loin. C'est trop bizarre. Non, on te Ah voit, oui. mais on ne t'entend plus. Bah, c'est bizarre. Non, ou essaye de remettre le son et de le réactiver. Non, c'est bon, t'as perdu. Mince. Non, là, on t'entend toujours pas. Petit problème technique. Euh, Sinon, ce qu'on peut faire, c'est que il y a un doublon avec le PC. Tu sais, le PC, le son fonctionnait. Et peut-être qu'on pourrait faire ça. Et
Du coup, pendant ce temps-là, une question pour Dominique. Il y a pas mal de questions aussi sur la plantation des mycorhizes, notamment sur les vignes. Est-ce que le fait d'avoir eu pas mal de bouillie bordelaise, donc de cuivre, ça peut avoir un impact dans le sol euh, pour inoculer des mycorhizes? Est-ce que ça, il y a du recul par rapport à ça, compte tenu de ce qu'on va trouver dans un sol qui n'est pas forcément en bonne santé? Alors aujourd'hui, on n'a pas vu d'impact négatif de la présence de cuivre sur la redynamisation, en fait, l'apport de diversité. On n'a pas vu un impact de ça. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que on sait qu'il y a certaines espèces de champignons mycorhiziens qui ont quand même des rôles pour bloquer l'entrée et par exemple du cuivre dans les racines qui sont là qui bloquent cet élément minéral au niveau tout à l'heure, je vous ai montré, il y avait des racines, pardon, des champignons mycorhiziens qui étaient bleus parce qu'en fait, ils ont accumulé du cuivre. En fait, comme on emmène une diversité, on emmène une diversité de fonctions. Et donc, il y en a certains qui vont s'occuper peut-être du cuivre pendant que d'autres vont s'occuper de nourrir la plante. D'accord. Voilà. Mais on n'a pas. Je pense que, par contre, ce qu'on a vu, c'est que effectivement, les éléments minérotoxiques ont un effet négatif sur le maintien de ces champignons sur du très long terme dans les sols. Voilà, quand on a fait notre référentiel, on voit bien, quand on fait des ACP, on voit bien voilà, il y a une antinomie entre les deux, entre la présence de champignons en quantité et ces éléments-là. Mais voilà, je pense que ça s'est fait sur du long terme, hein, sur des dizaines d'années de culture comme ceci. Mais par contre, quand on commence, pour moi, quand on réfléchit le sol dans sa globalité avec la biodiversité globale, en fait, ces éléments, ils vont être bloqués par la microbiologie, par un sol qui est mieux structuré aussi. Et donc, les plantes, elles vont pouvoir mieux se développer et tout le système va se remettre en marche. Voilà. L'agriculture de conservation des sols permet, à mon avis, hein, après, c'est mon avis personnel, va permettre voilà, de limiter l'impact de ces polluants qui sont présents. Ouais, évidemment pas. Et alors, est-ce que Sarah, ça refonctionne ou pas? On reteste. Non, on t'entend toujours pas, c'est fou. Et sinon, il faut peut-être que tu te déconnectes et tu te reconnectes. Peut-être essayer et peut-être que ça va refonctionner. On peut essayer ça. Désolé pour les petits problèmes techniques. Et pour continuer après sur l'inoculation de la mycorhize, est-ce qu'il peut y avoir un risque c'est une des questions aussi dans les questions-réponses, même si on prend des champignons sur les parcelles aux Ouais. alentours, est-ce qu'il peut y avoir des effets induits non désirés, dans le sens où un champignon va se développer plus que l'autre? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. En fait, vraiment, on utilise ce qui est local, enfin, ce qui est très proche de la parcelle. Donc, ce sont des choses qui sont présentes. Ensuite, je pense qu'il faut imaginer que quand on apporte une diversité, cette diversité, elle va passer par des filtres biologiques notamment, mais des filtres aussi pédologiques. Et voilà. Donc, effectivement, la plante, quand elle est dans le sol, elle va aller s'associer avec les champignons qui lui conviennent le mieux. Je pense il y a certaines espèces de champignons mycorhiziens qui sont peut-être moins adaptés à la vigne que d'autres. Donc, ou des souches, après, il y a une notion de souche aussi. Voilà, mais en tous les cas, la vigne, elle va s'associer avec ce qui lui convient le mieux. Et donc, du coup, pour moi, il n'y a pas de problématique de une espèce de champignon mycorhizien va envahir toute la parcelle. Et je vais même vous dire que depuis voilà, une quarantaine d'années, vous pouvez trouver dans le commerce des souches
uniques de champignons mycorhiziens qui sont vendus. Donc, c'est des souches qui ont été sélectionnées il y a plusieurs dizaines d'années dans des laboratoires. Et ces souches, ben, voilà, quand elles ont déjà été testées, donc en général, l'agriculteur dit bah, ça ne marche pas, oui, j'ai vu un effet, mais bon, comme c'est une seule souche, il n'y a pas de fonction associée différente. Mais en tous les cas, on n'a jamais entendu parler que ces souches exogènes, hein, donc elles ont envahi tout le sol. Ce sont quand même des micro-organismes qui n'ont pas d'abord une vitesse de multiplication démentielle, puisque leur cycle biologique dure sur plusieurs mois. Donc, c'est pas une bactérie ou c'est pas un pathogène qui se développe très vite. Ok. Merci Dominique. On va réessayer avec Sarah. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ouais, super. Ça marche, non? Ok, tant mieux. Et Donc, du alors, coup, prendre la sur la question. question des leviers, Ouais, les leviers pour attaquer. Ben déjà, c'est de faire un diagnostic de la parcelle. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'enlever une semelle de labour qui a été fabriquée ou une semelle qui a été due à la compaction? Est-ce qu'il y a besoin de drainer? Est-ce qu'il y a besoin de choler? Parce que souvent aussi, on oublie le statut acido-basique des sols. Donc, on commence déjà par faire un bon diagnostic, enlever tous les facteurs limitants. Et après, la clé pour se lancer, c'est d'installer un couvert végétal. Parce que l'agriculture de conservation, ou ce qu'on appelait à l'époque le semi-direct, ne fonctionne pas sans les couverts végétaux. Donc, on installe un couvert végétal et c'est le travail qui aura été fait par les végétaux qui va progressivement permettre de structurer le sol et d'éviter le passage d'engins métalliques. Mais c'est vraiment une approche globale aussi, dans le sens où aujourd'hui, le principal fléau que l'on a en agriculture, à mes yeux, c'est le poids des machines. On a quelquefois des outils qui sont beaucoup trop lourds et qui ne permettent pas, dans certains cas, de faire vraiment de l'agriculture de conservation des sols, dans le sens où il faudra ponctuellement venir retravailler les sols. Mais d'accord. voilà. Et alors après, je vois dans les questions aussi la question de la place du désherbage avec Oui. une molécule comme le glyphosate. Aujourd'hui, il y a la question, une des questions, c'est est-ce qu'on peut passer sur une notion d'agriculture biologique de conservation? Et c'était avoir un peu ton analyse aujourd'hui sur cette question du glyphosate. Oui, donc en fait, là, il faut reprendre l'histoire de l'agriculture. On est devenu agriculteur il y a 12 000 ans quand on est passé de chasseur-cueilleur au fait qu'on se sédentarise. Et là, il a fallu enlever la compétition entre les plantes qui étaient déjà en place et celles que l'on souhaitait installer. Donc en fait, l'agriculture, c'est une histoire de désherbage. Il y a 12 000 ans, le premier désherbant qu'on a utilisé, c'était le feu. On était Cro-Magnon, on frotte de silex, ça fait du feu, ça permet de nettoyer et d'installer du blé. Le deuxième désherbant qu'on a utilisé, c'est le versoir de la charrue qui a été créé au Moyen Âge, parce qu'avant, on n'avait pas de charrue, on avait principalement une arère. C'était un coutre, en fait, qui permettait d'ouvrir le sol. Le troisième désherbant, c'était la main-d'œuvre. Les femmes et les enfants d'abord, ça coûtait pas cher. Et le quatrième désherbant, c'est la chimie. Donc, en fait, moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que cet aspect de glyphosate ou non glyphosate. C'est parmi tous les désherbants auxquels on peut avoir accès aujourd'hui, que ce soit le feu, la main-d'œuvre pas chère, le travail du sol ou la chimie. La vraie question, c'est quel est celui qui a le moins d'impact par rapport à tous les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Et on vient de dire tout à l'heure que le plus grand des fléaux que l'on a, c'est le dérèglement climatique avec saison sèche et saison des pluies. Et on s'aperçoit que la chimie, en fait, elle permet de conserver les agrégats dans la parcelle, de conserver le sol dans la parcelle et d'éviter l'érosion, les coulées de boue et autres. Donc il faut aller vraiment beaucoup plus loin que ce sujet de glyphosate. Après, sur l'agriculture biologique de conservation, donc là, ce sont des agriculteurs qui respectent le cahier des charges de l'agriculture biologique, qui n'ont pas le droit d'utiliser du glyphosate, mais qui, du coup, pour enlever la concurrence avec la culture qu'ils veulent mettre en place, vont devoir souvent travailler les sols. Donc le désherbant, ce sera un désherbage mécanique. D'accord. Et toi, sur ton exploitation, je vois dans les questions aussi qui peuvent passer, tu as des parcelles où tu n'as pas de passage avec glyphosate, c'est ça? Là, samedi dernier, j'ai semé un régrassement en direct. Le jour de la moisson, on est en train de moissonner le sarrasin, je semais en direct sans aucun glyphosate. Pourquoi? Parce que la parcelle était propre. D'accord. Donc, ponctuellement, j'arrive à me passer des désherbants chimiques, mais à l'échelle d'une rotation sur plusieurs années, à l'heure actuelle, j'y arrive pas. Et D'accord. après, le fait aussi que je mette donc le glyphosate pour expliquer comment il est utilisé uniquement avant la mise en place de la culture principale. Et son effet, ça va être de dessécher la plante puisqu'il va stopper la photosynthèse. Donc, on dessèche les plantes qui sont en place, on installe la culture que l'on souhaite récolter. Et ça m'est eu arrivé de faire aucun antigraminé, aucun antidicote tout au long du cycle de la culture que j'allais récolter. Donc c'est grâce au glyphosate que j'ai pu aussi baisser l'utilisation des autres herbicides à l'échelle de la rotation. C'est ce qu'il faut voir aussi en aspect positif. Sachant que l'agriculture a toujours un impact.
Parce qu'aujourd'hui, on nous diabolise un peu, mais qu'on soit bio, pas bio, avec ou sans travail du sol, la définition de l'agriculture, c'est je modifie le milieu pour installer une culture qui me fait plaisir. Donc, on aura toujours un impact sur la nature, qui que l'on soit. Et il faut aller encore plus loin. Là, ça, j'y tiens aussi, c'est qu'au lieu de se diviser à savoir si on est bio, pas bio, gros ou petit, il vaut mieux plutôt chercher à voir comment on peut faire de l'agronomie tous ensemble et trouver des solutions concrètes qui vont nous réunir et nous fédérer, plutôt que de se diviser en permanence, à savoir quelle est la pratique culturelle que l'on met en place. Ouais, merci Sarah. Et alors, pour continuer un peu sur cette dimension-là, on parle beaucoup des transitions ou de la transition agroécologique. Euh, Toi, Sarah, par rapport aux itinéraires que tu proposes, c'est comme tu pourrais dire, une des voies. Et comment tu te situes par rapport aujourd'hui à certaines injonctions contradictoires qu'on peut entendre entre le politique et le consommateur, justement sur, on a le sol et parfois on croule sous les technologies, on pourrait dire. Les technologies pas forcément utiles. Mais en fait, il faut les deux. Il y a le low-tech, c'est l'agronomie, la connaissance du sol, de savoir quelle culture on peut installer en fonction de nos conditions pédoclimatiques. Et après, là, il y a le high-tech. Donc, le high-tech, ça va être tout ce qui est agriculture de précision, le fait que l'on puisse désherber très précisément certains endroits de la parcelle, le fait que l'on ait des GPS qui nous permettent de travailler la nuit, tout phare éteint si on a envie, pour pouvoir baisser aussi les doses de produits phyto si on en utilise. Donc, il faut les deux. Mais il faut d'abord le low-tech, il faut l'agronomie. Parce que si on fait de l'agriculture de précision sans agronomie, et ça aboutit à des très grosses bêtises et de très grosses précisions. Ouais. Merci Sarah. Et après, dans la même veine, Dominique, du coup, la MICEA, du coup, ça permet d'amplifier. En fait, on amplifie des mycorhizes. Et la question sur l'inoculation, qui est une question qui revient, finalement, c'est pas high-tech le fait d'inoculer après directement dans le sol de champignons. De quelle manière ça se passe? Ah, bon, non, c'est pas high-tech, hein, ça se passe, en fait, on le fait de façon différente, ça dépend de la culture elle-même. Donc, soit on est dans un système où on va mettre en place, par exemple, on va planter une vigne ou je vais y arriver, une parcelle de pommiers. Donc, on a une formulation en pralin. Donc, on mélange en fait les champignons au pralin et voilà, on trempe les racines à la plantation. Et après, dès que les jeunes racines émergent, ben voilà, elles vont être mycorhizées par les spores de champignons qui sont sur le pralin. Si le végétal est déjà en place, donc là, on peut l'apporter sous forme liquide. Donc, on dilue les spores de champignons dans de l'eau. Et ensuite, on emmène ça avec, par exemple, un pal injecteur au plus près des racines. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit près des racines pour que le végétal se mycorhize rapidement. Et puis, bon, dans certains cas, notamment pour les espaces verts, on a une formulation en granulé qui permet de mettre les spores dans la fosse de plantation au moment de la plantation du végétal. Ça peut être aussi utilisé, voilà, on est en train d'essayer, par exemple, alors je ne suis pas une spécialiste des outils mécaniques qu'on utilise en agronomie, mais voilà, un système pour mettre voilà, l'engrais un peu de fond avec, voilà, c'est un coutre, oui, c'est ça, c'est ce que tu disais, Sarah, un coutre voilà, qui permettrait de mettre la partie formulation en poudre, en granulé, pardon, au fond du sillon, au plus près des racines aussi. Voilà. Donc, on a réfléchi à comment apporter, effectivement, avoir des formulations qui puissent être utilisées par les agriculteurs et avec les équipements qu'ils ont, quoi. On ne cherche pas non plus à développer un nouvel appareil qui serait de trop encore. On n'est pas dans cet objectif d'encore augmenter la consommation d'appareils. Ok, merci. Et une question pour Sarah par rapport aussi euh, à la vie du sol. Donc là, on va parler mycorhizes, il y a les bactéries, il y a les vers de terre. Enfin, la vie est très riche sous le sol. Toi, comment tu vois un peu aussi cette
mise en place de solutions, alors pour soit amplifier, soit conserver. Enfin, il y a différentes solutions qui s'offrent à l'agriculteur, et comment à la fois un agriculteur peut s'y retrouver, d'une part, et je lis ça aussi à la question du relevé de génération, où on voit que les agriculteurs sont de mieux en mieux formés. Et est-ce que finalement, comme tu disais, il y a une alliance entre le low-tech et le high-tech, et là, ça va être un formidable levier aussi pour faire peut-être bouger la totalité des pratiques. Il faut low-tech, high-tech, faut les deux, mais vraiment revenir aux bases agronomiques qui étaient enseignées même il y a 100 ans à l'école, à l'époque où ils n'avaient pas d'engrais, pas de pétrole. Et il y a un autre levier aussi pour vraiment accélérer la revitalisation des sols, c'est de remettre des animaux dans les parcelles. Les sols sont pas véganes, ils ont besoin de micro-organismes qui sont issus du tube digestif d'un animal. En fait, le système le plus résilient, c'est polyculture, polyélevage. Parce on le voit en grande culture, hein, pourquoi quelquefois les micro-organismes qu'on va injecter vont répondre, c'est parce qu'il manquait cette diversité biologique. Et il y a toujours beaucoup plus de diversité dans la bouse d'une vache que dans des bactéries que l'on va pouvoir apporter en plus. Et le rôle de l'élevage, pour moi, il est primordial dans ce retour au fonctionnement correct du sol. Et quand tout à l'heure tu parlais de contexte, ça veut dire que finalement, dans certains espaces qui sont très orientés grande culture, c'est urgent de repenser aussi la place de l'animal dans ces systèmes de culture, alors. Mais entièrement. Et ça voudra dire aussi de remettre des prairies. Donc, on va jouer sur un autre levier qu'on appelle la rotation. On pourra avoir des plantes pérennes du coup qui vont rester là pendant 3 ou 4 ans, qui vont être fauchées. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les couper avant qu'elles montent à graines. Et ça évitera aussi que des adventices résistantes puissent s'installer dans les parcelles. Aujourd'hui, on voit beaucoup de vulpins résistants, régras résistants, qui sont dans des rotations typiquement très céréalières, en fait, où il manque cet aspect de plantes pérennes pendant 3 ou 4 ans. D'accord. Si je puis me permettre aussi, pour compléter ce que tu dis, Sarah, de biodiversité aussi dans les prairies. Oui, C'est ça aussi, c'est que la biodiversité dans les prairies limite aussi le développement de plantes invasives. oui. On est vraiment dans un schéma. Moi, je reviens à ce que disait Alain Renaudin aussi dans sa présentation il y a 2 semaines. On est sur le biomimétisme, c'est-à-dire de réfléchir ce qui dans la nature marche pour essayer de le transférer à des systèmes qu'on puisse utiliser en agriculture aujourd'hui. Donc, la biodiversité en fait partie. D'accord. Et alors après, tout à l'heure, on parlait d'un référentiel Dominique. Oui. Ça, c'est assez intéressant enfin, est-ce que ce référentiel, enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'il sera publié à un moment? Oui, oui, oui. Ah bah donc c'est un travail voilà qui était un peu long, hein. Donc oui, il va être publié. On est en finalisation. C'est une publication voilà scientifique, donc qui sera en open access, hein. Voilà, et donc c'est une publication à comité de lecture. Donc là, pour l'instant, les résultats, je peux juste vous dire qu'effectivement, le plus gros résultat qu'on a montré dans cette étude, c'est que effectivement les communautés varient en fonction du pédoclimat, c'est-à-dire que la communauté qui est présente, par exemple, dans une vigne à Brest, eh ben, elle est complètement différente de celle que l'on peut trouver dans une vigne vers Montpellier. Brest, je dis n'importe quoi, il n'y a pas de vigne d'ailleurs, je Pas voulais dire, encore. pardon, dans la vallée de la Loire, je suis désolée. Et, et par rapport à ici, en fait, ce qu'on a montré, c'est vraiment que la géolocalisation a un effet sur la structuration de la communauté des champignons mycorhiziens. Donc ça va dans le sens en plus d'aller vers de la biodiversité, il faut réaugmenter la biodiversité, mais il faut augmenter la diversité qui est adaptée et qui est locale en fait. Il ne faut pas essayer d'emmener des choses qui sont exogènes pour recréer des systèmes. Du moins dans l'état actuel. Après, avec le changement climatique, effectivement, on peut se poser aussi la question, hein, je vois dans notre région autour de Montpellier, dans le sud de la France, alors je ne sais pas si chez Sarah c'est déjà le cas, mais on voit de nouvelles cultures qui arrivent, comme des pistachiers, comme des agaves, même j'ai vu un reportage où il y avait de la canne à sucre vers Montpellier. Donc, quel est le cortège microbien qui est associé et
enfin, qui est local et qui peut s'associer avec ces végétaux, je ne sais pas, c'est que ce serait intéressant. Et puis, il va peut-être se poser la question, est-ce qu'à un moment donné, il faudra importer en même temps que ces plantes exotiques, eh ben, le cortège mycorhizien associé pour qu'elles se développent au mieux chez nous. Ouais, tout à fait. Et Sarah, tu me disais en préparant cet agro-webinaire que selon le moment de la journée, on avait aussi une diversité de ce qu'on pouvait prélever. Oui, c'est ça. On le retrouve aussi chez nous, même le microbiote qu'on a dans notre intestin, entre midi, minuit et 3 heures du matin, ça va énormément varier. Donc les micro-organismes, en fait, je pense qu'on ne connaît pas grand-chose, il faut être très humble. À l'époque, on prétendait connaître 1% de la vie du sol. Maintenant, on s'aperçoit qu'on ne connaît même pas 0,1%. Parce que D'accord. d'une parcelle, ça va varier en fonction du prélèvement, en fonction de la date de la journée à laquelle on le fait, en fonction de la période de l'année aussi. C'est pour ça qu'il faut être humble et quelquefois laisser faire un peu la nature. D'où l'importance, on a dit tout à l'heure, de remettre des animaux. Les animaux se chargeront de remettre tout ça dans l'ordre. D'accord. Merci Sarah. Et là, je vois qu'il nous reste encore quelques minutes. Moi, j'avais une question par rapport aux étudiants, s'il y en a qui nous suivent. D'ailleurs, je vais lancer un petit sondage pour terminer, pour savoir combien de personnes avaient suivi ce webinaire. Je vous laisse voter. Vous devez avoir apparaître un petit questionnaire en ce moment pour savoir si on a des personnes qui ont suivi un peu toute la mini-série ou si c'était seulement la première fois. Mais après, pendant que les gens votent, moi, c'était pour les étudiants qui nous regardent, qui se posent peut-être des questions sur la manière dont ils vont avoir oui, ils vont chercher un métier avec du sens. À la fois, Sarah et Dominique, qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ces étudiants qui vont arriver après leurs études dans le milieu professionnel et rechercher un impact? Je sais pas, Sarah. Faire de l'agronomie parce qu'il y aura il y aura toujours besoin d'agriculteurs et d'agronomes. On a besoin de médecins peut-être une fois dans notre vie, mais d'un agriculteur, c'est 3 fois par jour. Donc, ils ont un boulevard devant eux, surtout ceux qui sont en école d'ingénieur agro ou autre. Et surtout, Non, mais quelque chose qui leur fait plaisir. Si vous faites un métier qui vous fait plaisir, vous travaillerez jamais, vous serez tous les jours en vacances. ouais. Sarah. Et Dominique? Ouais, moi, je rejoins ce que vient de dire Sarah. Je pense que aujourd'hui, dans notre monde, on réfléchit à nos connexions Internet, etc., à avoir le plus d'informations le plus rapidement possible. On a mis de côté un peu l'agriculture et le sens de la terre, et pour moi, c'est l'avenir, et faut nous nourrir, il faut nous nourrir tous les jours. On est de plus en plus nombreux. Et là, voilà, et on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, les sols se dégradent à vitesse grand V, et c'est pas sûr qu'à cette vitesse-là, on puisse continuer à nourrir tout le monde. Donc moi, voilà, effectivement, un métier d'avenir, agriculteur, agronome, c'est un métier d'avenir, Ouais. passionnant en tous les cas. Eh bien, un grand merci, Sarah, un grand merci, Dominique. Il y a un certain nombre de questions, je n'ai pas pu toutes les traiter, parce on avait une cinquantaine. Il y en a qui étaient très spécifiques sur les mycorhizes, je pense, Dominique, je te les passerai, Oui, pour voir si elles peuvent apporter des éléments de réponse. Et puis, il y en a aussi, Sarah, qui te sont adressés directement, notamment pour intervenir. Je te les passerai aussi. Euh, je vous invite, pour ceux qui découvrent, parce qu'il y avait quand même un quart des participants qui assistaient seulement à ce premier webinaire, cette première mini-série, en tout cas, sur les solutions fondées sur la nature en agroécologie, de vous inscrire à notre newsletter. Euh, donc, n'hésitez pas à suivre le lien que je viens de partager dans le chat. Il me reste à vous remercier, voilà, pour votre fidélité sur cette mini-série sur les agro-webinaires. On se retrouve le 19 novembre pour une série sur les données en agriculture qui sera animée par l'ACTA. Donc, en vous inscrivant à la newsletter, vous aurez toutes les informations, mais ce sera à partir du 19 novembre, 26 novembre et 3 décembre, de mémoire, en tout cas, voilà, 3 mardis d'affilée. Le replay de ces échanges, de cet agro-webinaire sera en ligne d'ici demain. Donc, pareil sur notre chaîne YouTube et également celle de l'ACTA et de l'Académie d'agriculture. Donc un grand merci à ses partenaires d'ailleurs, l'ACTA, l'Académie d'agriculture et Agrinium qui rendent ces agro-webinaires possibles. Et bien, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.
Au revoir, merci Sarah, merci Dominique. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.